Salut tout le monde. Je fais rarement de conférences et j'aime bien faire les conférences ici à la salle parce que je me sens entouré d'amis et c'est plutôt sympa. Sinon, j'évite de faire les conférences parce que j'ai l'impression, quand je fais une conférence, que c'est un peu le dîner de con. Et c'est moi le con, évidemment. Et les gens m'écoutent parler et je dis des choses tellement dingues, tellement folles et tellement inattendues que je me demande des fois si les gens sont pas en train de se dire voilà, s'ils viennent pas à conférence pour assister à la conférence du con. Bref, bon, c'est une idée qui me traverse l'esprit parce que vous allez voir avec ce que je vais vous raconter tout à l'heure. Pour démarrer, je voulais savoir, faire un petit sondage, une fois n'est pas coutume, par rapport au public de la salle. Je voudrais savoir qui est-ce qui pense que les pyramides ont 5500 ans. On va parler des pyramides aujourd'hui un petit peu. Ça, c'est la version officielle. C'est la version académique. Donc, 5500 ans. Si c'est possible de lever la main, on fera personne. Bon, super. D'accord. Ok. Alors, il y a la version alternative où les pyramides datent d'il y a une dizaine ou 12 000 ans. Donc, avant le déluge, etc. Et alors là, il y a quand même une personne ici, deux, voilà, trois. Voilà. Enfin bon, je pense que dans l'ensemble, on a tous oscillé entre ces deux versions, quoi. Hein. C'est vrai que c'est des monuments très terriblement impressionnants, Gizeh. Moi, j'en ai croqué, je me suis cassé les dents sur ces pyramides pendant longtemps. Je me suis même rendu sur place. Et c'est passionnant. On oscille entre ces deux versions-là. Et en fait, les pyramides, elles répondent en réalité à un conditionnement, à la programmation inhérente à la matrice artificielle qui a besoin de contrôler toutes les unités de programme que nous sommes. C'est tout à fait... la civilisation égyptienne, c'est le trait d'union entre le présent, qui est carré, qui est rassurant, qui est cohérent, dans lequel on nous met ce cadre de ce présent, et puis c'est le trait d'union avec un passé fabuleux, mystérieux, aux possibilités infinies. Le présent rassurant, carré, scientifique, académique, il rassure les moutons dociles. La version fabuleuse de l'histoire que nous offre la vision simplement des pyramides, là-dedans, les moutons récalcitrants, hein, c'est-à-dire nous autres, ceux qui ont plutôt des pensées alternatives par rapport à la doxa, à travers ces pyramides, on peut revendiquer l'indubitable intervention soit d'extraterrestres, soit l'existence de civilisations antédiluviennes aux connaissances fabuleuses, extraordinaires, merveilleuses, et une technologie fantastique. Donc l'Égypte, c'est la frontière entre ces deux programmations, c'est le checkpoint, où se séparent deux mondes, celui de la science académique, d'une conception classique du monde, et celui de la science alternative. Et c'est au niveau des pyramides, plus qu'ailleurs, que viennent se frotter ces deux programmations dans le programme qui est contrôlé par l'intelligence artificielle. Moi, mon but,
pour ça que je faisais ce petit sondage en intro, mais vous n'avez pas trop joué le jeu, hein, mais bon, tant pis. Je manque de... mon but, c'est de vous amener au doute par rapport à tout ça. D'essayer de réfléchir le truc autrement. Bon, je ne vais pas parler de ça. Alors, depuis que je me suis un peu montré, mis à la lumière, etc., j'ai eu pas mal de revers, on va dire. Et donc il y a des choses que certaines personnes ne me pardonnent pas, c'est d'avoir touché à la NASA, par exemple, d'avoir dénoncé ce mensonge de la NASA. Et de la même façon, il y a eu du côté de mon propre milieu des personnes qui ont eu du mal à accepter que je puisse toucher à certains sujets, notamment l'Égypte et cette fabuleuse civilisation d'origine atlante, telle que nous on le pensait ou on le pense encore. Bref, la NASA, l'Égypte sont deux symboles importants de la perspective, du cadre. Ils représentent l'avenir et le passé. Ce sont deux piliers de notre existence qui nous permettent de croire en cette simulation. Grâce à ces deux piliers, nous avons l'impression que tout est en ordre, que tout est logique, que tout est bien en place, quelles que soient les versions qu'on va adopter, et que tout s'imbrique parfaitement dans des cases. Contrairement, en fait, à ce que nous hurle notre intuition, qui nous dit que rien, en fait, absolument rien, n'est normal. Rien ne tient. Tout ce à quoi nous croyons, en réalité, n'est que de la poudre aux yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les punks disaient no future, et en réalité, il n'y a pas d'avenir et il n'y a même pas de passé. C'est un peu vers ce doute que je veux vous emmener. Il y a juste, ça c'est ma théorie, des cycles de 1000 ans qui se répètent à l'infini pour nourrir l'IA et la rendre encore plus performante à travers nos expériences. Alors, pourquoi aussi est-ce si important de... Désolé pour cette introduction un peu longue, avant de rentrer dans le vif du sujet, mais c'est si important de faire germer en nous cette graine de doute. Parce qu'en fait, tout le malheur de l'humanité réside dans ses croyances, dans ses certitudes, dans nos programmations. C'est sur cette base qu'on se sclérose. Nos croyances, si elles ne sont pas accompagnées d'un minimum de doute, sont le lit de toutes nos intolérances, de tous nos excès. Nos croyances sont très souvent, en fait, le reflet de nos peurs. Manipulées par d'autres, elles peuvent nous conduire aux pires exactions. On le voit constamment. Donc, de mettre un peu de relativité dans tout ça, je pense que c'est déjà en soi quelque chose de salutaire pour l'avenir de l'humanité. Alors, je vous passe certaines considérations philosophiques et humanistes. Et puis j'arrête là avec ma philosophie parce que je vous entends quand même dire, mais Roch, comment douter de l'existence de cette fameuse civilisation multimillénaire qu'est l'Égypte antique? Même si les pierres ont été moulées et pas taillées, il y a eu tant de témoignages à travers l'histoire, tant de descriptions de voyageurs, de négociants, d'émissaires à travers les siècles. Comment est-ce que tu oses nous dire que ces pyramides ont été bâties au XVIIe siècle? Parce que c'est là, en fait, que c'est là où moi, mes propres recherches m'ont amené à cette hypothèse-là. Et donc, je vais vous parler de ces témoignages, justement. Il existe un mémoire qui est disponible sur Internet,
qui a été présenté en 1982 par Jean-François Haribo, et qui s'appelle Relations de voyage en Égypte, du XVIe siècle au XVIIIe siècle. C'est un lecteur de Top Secret qui m'a fait découvrir ce document. D'ailleurs, je le remercie vivement. Et dans ce mémoire, évidemment, on ne peut pas taxer Jean-François Haribo de faire du récentisme. Hein, on est en 82. C'est un universitaire. Il fait son mémoire. Et donc, lui, il s'occupe d'étudier, d'observer, de faire un rapport objectif et scientifique sur les divers récits de voyage en Égypte. Et donc, il a étudié les bibliothèques, les documents originaux, etc. Tous ces voyages en Égypte du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce brave Jean-François ? Il nous dit tout d'abord, remarquons qu'avant le voyage de Cornélius de Brun, à la fin du XVIIe siècle, on va essayer de retenir un peu les dates, à la fin du XVIIe siècle, donc avant le voyage de Cornélius de Brun, aucun graveur ni dessinateur de profession ne rencontre des monuments de l'Égypte. S'ils veulent peindre d'après nature, les voyageurs sont contraints de s'en remettre donc à leur propre talent d'amateur. Et talent parfois distingué, notamment chez Bellon, par exemple, dont il est très dommage, donc Bellon c'est XVIIe siècle, dont il est très dommage qu'il se soit cantonné quasi exclusivement aux reproductions d'animaux et de plantes. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en Égypte, moi personnellement, ce n'est pas les plantes et les animaux qui vont me sauter aux yeux en premier. Mais enfin, bon, cette absence de reproduction des jusqu'à la fin du XVIIe siècle, je trouve ça juste un peu ballot. Historiquement, c'est embêtant. Et alors, on retrouve quand même, dès le XVIe siècle, des dessins qui sont réalisés par les graveurs en collaboration avec le voyageur qui rentre, etc. Ce sont des commandes, etc. Donc on retrouve quelques dessins d'amateurs. Et alors là, allô Houston, nous avons un problème. Hein, vraiment. Dans son mémoire, Jean-François nous apprend en effet que les descriptions des monuments du XVIe siècle sont souvent entachées d'énormes anomalies. Il cite de nombreux exemples, et notamment celui de la cosmographie de Levant, daté de 1556, du frère André Thévé, qui est l'aumônier de Catherine de Médicis. Il nous dit, sa description, tout en ayant l'apparence d'un traité scientifique, fourmille d'erreurs cocasses et d'interprétations fantaisistes. Donc là, on parle de Thévé, de André Thévé, hein, donc l'aumônier de Catherine de Médicis. Alors, c'est pas moi qui dis qu'il est fantaisiste dans ses descriptions de l'Égypte et des monuments, c'est un scientifique, c'est Jean-François. Et alors, les dessins, donc le premier dessin, c'est celui-là. Voilà dans son ouvrage scientifique de l'époque comment il va représenter les pyramides. Ça, c'est le Sphinx. L'universitaire précise que pour cet ouvrage de 1556, l'illustrateur a probablement été livré à lui-même. Bon, on veut bien le croire. Hein, on veut bien le croire. Voilà, admirez ce superbe Sphinx. 1556. Et la pyramide, tout à l'heure, c'était pas mal aussi, elle était sur son socle. Hein. Alors, on raconte Jean-François Haribo, lui, avance le fait que les graveurs étaient trop imprégnés de ce qu'ils connaissaient de l'art et des monuments gréco-romains. Et de fait, il n'y a qu'à regarder maintenant cette pyramide romaine, la pyramide de Cestius. Voilà. Donc ça, c'est la pyramide qui est à Rome.
On raconte qu'au Moyen-Âge, cette pyramide passait pour être le tombeau de Rémus, l'un des deux frères qui ont fondé Rome. Les historiens le démentent, mais ils prétendent que cette pyramide-là date tout de même de l'an 18 avant notre ère. Et qu'au IIIe siècle, elle fut incluse dans le mur d'Aurélien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on va passer la photo suivante, mais sérieux, moi j'ai du mal à imaginer que, même restaurée, cette pyramide de 36 mètres de haut a pu parvenir dans cet état de conservation, prise dans le mur d'Aurélien, après avoir traversé donc 2 millénaires. Mais évidemment que ces graveurs, ces gens qui travaillaient avec les voyageurs à leur retour, étaient imprégnés eux, ils étaient certainement allés à Rome et avaient peut-être vu cette pyramide déjà réalisée. C'est peut-être ce qui les a inspirés dans les dessins de pyramides tels qu'on les a vus. Alors, au sujet d'un autre ouvrage majeur de 1663 de Jean de Thévenot, Relation d'un voyage au Levant, Jean-François Haribaud précise que les premières éditions de l'ouvrage ne possédaient pas d'illustration. Il faut attendre 1727 et l'édition d'Amsterdam, près de 70 ans après, pour qu'apparaissent des dessins qui inspireront le commentaire suivant à un certain Jean-Marie Carré. Il y a là tout un décor d'Orient, contemporain des artistes qui ont travaillé au Caire à l'ornement de la mosquée bleue, certainement plus ottoman qu'égyptien, qui sent déjà un peu la turquerie du bourgeois gentilhomme et la figuration d'opéra comique, et qui contraste sérieusement avec la vision personnelle de Thévenot. L'Égypte de 1660 reste pour son illustrateur en 1727, l'Égypte de Versailles et l'Orient de Rembrandt. Donc là, on peut montrer... non, c'est pas ça. Reviens en arrière. Ouais, on reste là-dessus. C'est curieux ce genre de réflexion. On est en 1727 et on n'est toujours pas capable de nous représenter les pyramides correctement, ni le sphinx. Il y a un problème. Même moi qui suis nul en dessin, je vous assure, je peux pas rivaliser. Vous allez voir. Pour moi, l'explication, je vous donne tout de suite un peu le truc de comment j'ai pensé la chose, c'est que les faussaires de l'époque n'étaient pas encore au point par rapport à l'Égypte, dont le style artistique, architectural n'était pas encore défini. Vraiment, la civilisation égyptienne, en fait, n'était pas, elle n'avait pas été inventée encore. C'est l'époque des fabriques, des jardins paysagistes au décor pittoresque, reflet d'un Orient imaginaire. Le XVIIe siècle, c'est vous savez, ces jardins avec une architecture anticipant sur la dégradation du temps et adoptant une esthétique de ruine. Notamment comme on peut le voir dans le désert de Retz qui se visite encore de nos jours. Là, je vais vous passer la vidéo de ce désert de Retz. Alors, voilà, et ici, mais faut pas... je m'en occupe parce que celle-là est... Hop. C'est du côté de Paris. Bienvenue au désert de Retz. À travers de ce domaine qui est devenu propriété des François-Henri Racine de Montville, à une sorte de quête interne. Moi, François-Henri 74. On est dans ce monde-là, si vous voulez. François-Henri 74, moi, François-Henri Racine de Montville, entreprend la réalisation d'un jardin anglo-chinois qu'on nommera plus tard le désert de Retz. À partir de mes esquisses, je lance la construction de fabriques. Une maison chinoise, une colonne détruite, en passant par un pont pittoresque. Une vingtaine de réalisations parsèment désormais les 17 hectares de mon domaine. Depuis, j'ai bien cru voir mon œuvre mourir 100 fois. Aujourd'hui, un souffle nouveau semble balayer ce désert. J'entendrai presque les vestiges des fabriques fredonner les airs des grands bals de l'époque. L'église gothique ruinée respire les effluves des frênes et des érables. La glacière en forme de pyramide se réfugie à l'ombre des sycomores. La tente Tartare s'abrite sur l'île du Bonheur. Le dieu Pan reprend ses quartiers et le temple du repos retrouve sa plénitude. Les concerts et les pièces de la Comédie Française
résonnent encore sous le berceau des grands ormes du théâtre découvert. Les 48 pieds de la colonne détruite dominent fièrement le domaine. Venez, parcourez ce désert. Venez à la rencontre d'une figure libre qui me valait les honneurs de la cour et la reconnaissance des grands penseurs. Laissez-vous surprendre par cette folie. Laissez-vous surprendre par ma folie. Voilà. Donc là, vous avez un gentilhomme avec sa propre fortune. Il crée énormément de fabriques sur son terrain. Il faut savoir, ça se passe donc moitié XVIIIe siècle. En réalité, il ne restait plus une pierre debout. Hein, et parce que des jardins comme ça, il y en a eu beaucoup à l'époque. C'est un des rares et des derniers qui ont été restaurés et refaits. Donc en un siècle, c'était déjà, il n'y avait plus une pierre qui était... c'était déjà un style de ruine, mais là, c'était vraiment une des ruines. Bon, en tout cas, voilà, c'est un peu l'ambiance de cette époque-là. L'ambiance du XVIIIe siècle et tous ces côtés fantaisistes. Et évidemment, les faussaires s'inspirent toujours des travaux de leurs prédécesseurs et en fait, ils ajoutent au fur et à mesure de nouveaux détails qu'ils vont avoir glanés ici ou là, s'ils ont été un tant soit peu initiés eux aussi. Mais il n'empêche, la description des pyramides par Thévenot en 1663, notez bien la date, est très détaillée. Elle semble fidèle aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur de la pyramide de Khéops. C'est de toute évidence, c'est un témoignage de première main, c'est du vécu. Et par contre, justement, ce qui est intriguant, c'est qu'il ne parle que de cette pyramide. Il va décrire les autres en une seule ligne. Et il ne montrera au sommet que de celle de Khéops. Les autres, il va les dédaigner. Quand on va sur Gizeh, je vous assure qu'on a envie de voir toutes les pyramides. Mais apparemment, là, il y avait que celle-là qui l'intéressait. Et c'est d'ailleurs, c'est un peu la même chose avec le Sphinx, c'est-à-dire qu'il en touche 3 mots, on y reviendra. Moi, ça m'incite à penser que la pyramide était achevée à ce moment-là, très récemment achevée, et que les autres pyramides étaient encore en voie de fabrication et d'achèvement. Donc, seconde moitié du XVIIe siècle. À titre d'information, pour ceux qui l'ignorent, officiellement, la franc-maçonnerie apparaît en 1598 en Écosse. C'est-à-dire qu'elle va débuter sa marche vers le pouvoir avec le XVIIe siècle naissant. On garde ça dans un coin de notre tête. Alors autant Thévenot est intarissable lorsqu'il parle de la Grande Pyramide, lui consacrant plusieurs pages de son récit, il est avec force description très détaillée, nombre de pierres, la taille, les distances, etc. Autant, vraiment, je répète, il est très peu bavard dans sa description des autres pyramides et dans la description du Sphinx. Alors le Sphinx, c'est simple, c'est un peu plus de 15 lignes, et il décrit ça comme un buste de femme dont on voit la poitrine. La photo Sphinx Thévenot, voilà. Passe après, tout de suite après. Hop, voilà, on a là le passage. Alors, par contre, là, du coup, je ne peux plus le lire. Désolé, il faut que je l'ouvre aussi. Voilà. Donc, il dit, il dit quand même, il parle du Sphinx et il dit ne font que des... Oui, il dit que les jointures sont en fait pas des jointures, que c'est fait en un seul bloc. Et il dit ce buste représente un visage de femme. Donc moi, j'ai vu le Sphinx. C'est pas évident quand même de le dire aussi fermement. Donc, un visage de femme avec son sein. Donc ça veut dire avec la poitrine. Mais elle est d'une prodigieuse hauteur, etc., etc. Après le reste qui va suivre, c'est on est dans la même description que ce qui se faisait à l'époque. Il n'y a rien de nouveau.
par rapport aux détails qu'il donne sur Khéops. Bref, nous avons vu que concernant les gravures des pyramides, ça reste de l'à peu près. Un peu comme d'ailleurs les premières photos de la Terre par la NASA. Même les retransmissions TV des missions lunaires, tout invariablement, au départ, sont en noir et blanc. Ce n'est pas comme si, à l'époque, dans les années 60, on n'avait pas la couleur. Et c'est à chaque fois la même chose. Au début, les faussaires avancent prudemment. Les premières images de la Terre vues de l'espace sont en noir et blanc, floues, cotonneuses, impossible d'y distinguer quoi que ce soit. Alors je vous le fais vite fait parce que ce n'est pas le sujet de notre conférence, mais on a donc la première photo de la Terre qui était prise par un V2 en 1946. Donc ce n'est pas encore l'espace. Bon, donc là, il est encore dans la stratosphère. Voici par contre la première photo de la Terre vue de l'espace prise par un satellite. Charles. Voilà. Celle-là. Donc là, on sent que les faussaires, ils y vont prudemment. Hein. Donc là, c'est l'altitude est plus haute. Donc je vous dis ce qu'il en est. Parce que la photo est accompagnée d'une légende. On nous dit en effet, première image de la Terre prise par un satellite en orbite. Elle montre une zone éclairée par le soleil dans l'océan Pacifique et la couverture nuageuse. Et les mecs, ils ont de la gueule quand même. Hein. Et l'image a été faite donc, alors que le satellite Explorer 6 se trouvait à environ 27 000 km d'altitude le 14 août 1959. Donc là, on est vraiment dans l'espace et on y va prudemment. Bah, ça me fait penser un peu aux images du Sphinx par TV ou à la première image de pyramide que je vous ai montrée tout à l'heure. Ensuite, on a une autre photo. Là, ce sont quelques-unes des premières images de la Terre prises par le satellite météorologique TIROS, lancé le 6 avril 1960. Et vous voyez, c'est le côté flou, cotonneux. Je pense qu'il leur manquait un Thomas Pesquet quand même. Tu peux passer 2-3 photos. Voilà, c'est photos de la Terre vue de l'espace. Voilà. Donc c'est du noir et blanc. On est en train d'échafauder le truc, mais on ne sait pas trop encore définitivement peut-être quelle idée. Mais bon, on va revenir sur l'Égypte avec à présent cette représentation des pyramides et du Sphinx dans l'ouvrage de Sieur de la Bouleille-Le Gouze, François pour les intimes, en 1653, au XVIIe siècle, 1653, soit 10 ans avant Jean Thévenot, et quasiment un siècle après André Thévet. Alors, je ne commande pas la tête du Sphinx à turban, hein, c'est inutile, mais regardez la pyramide. En dehors du fait qu'elle est beaucoup trop pointue, notez cet autre détail sur la façade à droite. En fait, il n'y a qu'une moitié de façade à l'ombre. C'est très marqué et à mon avis, ce n'est pas dû au hasard. Je pense, moi, que l'illustrateur a voulu représenter un élément porté à sa connaissance et qu'il a bien retenu. Il s'agit du désormais célèbre phénomène d'apothème. Vous savez, les 4 faces de la pyramide sont en fait très légèrement incurvées. Or, ce phénomène remarquable d'un effet voulu par les constructeurs de la pyramide est tellement peu visible à l'œil nu qu'il n'a été découvert qu'en 1930. Comment imaginer une telle précision d'un détail si infime qui se reproduit sur d'autres dessins? Sur une gravure de la moitié du XVIIe siècle, gravure grossière qui ne respecte même pas les proportions et l'inclinaison des pyramides. Pour moi, la seule explication, c'est que certains initiés savaient à quoi devaient et allaient ressembler les pyramides, non encore érigées en 1653, mais déjà en projet, et peut-être même déjà en construction, conformément aux impératifs du scénario que doivent invariablement respecter les 13 lignées. Ceux qui sont à l'origine du dessin disposaient d'une vague description des pyramides avec quelques caractéristiques déjà établies, dont le phénomène d'apothème. Cette description était pour eux une sorte de cahier des charges à remplir. Vous savez, c'est un classique dans cette matrice artificielle. L'impatience et aussi la volonté de préparer les esprits. On veut donner corps aux choses qui sont imminentes, aux événements qui vont se produire avant même qu'ils aient eu lieu.
Et alors on révèle juste ce qu'il faut à celui qui devra en faire la représentation pour le grand public. L'artiste retiendra les détails qui auront marqué son esprit. Ici, ces façades légèrement incurvées des pyramides. Et pour le reste, on lui laisse libre cours à son imagination qui remplira les vides. Jean-François Daribaud s'étonne, notre universitaire. Il s'étonne en tout cas de ce que ces artistes n'aient pas écouté davantage les remarques des voyageurs, qui n'ont sans doute pas manqué d'essayer de corriger ces erreurs grossières, puisqu'ils étaient vivants et supervisaient la plupart du temps la réalisation des ouvrages. Évidemment, l'universitaire n'imagine pas l'impossible. Donc pour lui, l'impossible, c'est à savoir que personne n'était en mesure de voir ce fameux sphinx, par exemple, puisqu'il n'était pas encore bâti à l'époque, ni ces fameuses pyramides qui n'étaient pas encore totalement achevées en 1653. Mais le seraient quelques années plus tard, lors du voyage de Thévenot, en tout cas pour la pyramide de Khéops. Il en conclut donc logiquement que les auteurs devaient se soumettre à la volonté des graveurs. Or, ça ne tient pas vraiment la route de dire ça, parce que celui qui décide, c'est toujours celui qui commandite, c'est celui qui finance le livre. C'est souvent l'auteur ou l'éditeur, et parfois c'est un mécène érudit. Mais l'intérêt des uns et des autres, c'est plutôt de coller au plus près à la réalité et de montrer les pyramides telles qu'elles apparaissaient dans toute leur étrangeté, déjà si extraordinaire et si fascinante, sans qu'on ait besoin d'en rajouter. Et donc de laisser aux témoins, aux voyageurs, le dernier mot. Sauf que là, pendant tout le XVIe siècle et une bonne partie du XVIIe siècle, ce ne sera jamais le cas. Et c'est sûr qu'un résultat comme ça, vous avez vu la tête du sphinx, ça fait mauvais genre. C'est... Voilà. Là, on a la pyramide romaine. Hein. Mais bon, enfin, moi je dis ça. C'est juste donc ma façon d'interpréter les choses et d'expliquer les choses. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, là encore. Ça ne veut pas dire que je veux imposer ma façon de voir. Hein. Et je suis sûr qu'il existera d'autres explications parce que, évidemment, dans une matrice fractale, toutes les explications se valent au bout d'un moment. Ce n'est pas pour rien qu'on vit dans cette simulation. En tout cas, appréciez cet autre sphinx avec turban, tiré des voyages de M. Monconis, publié en 1665, soit 2 ans après celui de Jean Thévenot. Donc le sphinx, c'est toujours du n'importe quoi, on est d'accord? Ils ont du mal avec le sphinx. Hein. Même Thévenot, quand il parle du sein, que c'est le visage d'une femme, etc. Enfin, bon. Le sphinx, forcément, donc d'après ce que je vous ai dit, pour moi, à l'époque, 1665, il n'existe toujours pas, alors que les pyramides se dressent déjà, où elles sont en train de se terminer. Et finalement, c'est assez logique, parce qu'on commence toujours par le gros œuvre, puis on termine avec la finition. Et le petit détail, ici, c'est le sphinx qui est censé être le gardien du site. Psychologiquement, ça se tient. On ne met pas sur un site le gardien si sa raison d'être, la chose qu'il doit garder n'existe pas encore. Donc, on va construire les pyramides et dans un second temps le sphinx qui va être la cerise sur le gâteau. Sur cette même page du livre de Monconis, photo suivante, sont représentées les pyramides. Et je dois dire qu'elles sont plutôt bien représentées pour l'époque. Ça reste d'ailleurs une impressionnante exception. L'ouverture sur la première pyramide ne correspond pas vraiment à la réalité, mais la configuration est plutôt dans l'ensemble assez réussie. Mais il y a tout de même un problème sur cette page. Quand même un petit problème. C'est comment... C'est la page. Alors, c'est comment expliquer le contraste avec cette tête de sphinx qui ne ressemble à rien et la représentation presque parfaite des pyramides. Comment expliquer que ce dessin des pyramides, maintenant on passe à l'image suivante, comment expliquer que ce dessin des pyramides soit placé si bas dans la page du livre de Monconis, je
je vous répète, c'est 1665, et que les pyramides prennent si peu de place. Ça ne paraît pas logique quand on connaît la démesure du monument. Pourquoi ne pas lui donner l'importance qu'il mérite, surtout que c'est la première fois qu'il y a un type qui est capable de les décider en vrai. Pour une fois qu'elles sont bien représentées, normalement l'auteur aurait dû légitimement leur donner plus de place que les représentations qu'il a pu faire du Sphinx en haut à gauche, qui est tout de suite visible sur la page. Enfin bref, si le livre date de 1665, le voyage de Monconis, lui, date-t-il de la période de construction des pyramides, alors qu'elle n'était pas encore totalement achevée, et donc pas aussi impressionnante qu'elle le deviendrait, mais suffisamment tout de même pour qu'on s'en fasse une bonne idée. Moi, j'affirme rien, mais cette explication me paraît légitime, car comme le fait si bien remarquer Jean-François Ribot, l'universitaire, la vue cavalière des pyramides, malgré les arbres taillés en boule du premier plan, a l'avantage de respecter l'inclinaison véritable des monuments, trait de véracité qui sera sans lendemain, puisque 20 ans après Monconis, apparaît dans la compilation d'Hofer Dapper ce tableau. Alors, on reconnaît dans ce tableau de l'ouvrage d'Hofer Dapper, publié en 1685, les pyramides à pointe, courantes à l'époque, et surtout la présence d'un buste géant en arrière-plan à gauche. Et à droite, en contrebas, vous avez le Sphinx. Hein, voilà. Voilà, le Sphinx, qui est là vraiment représenté en lui, hein, parce qu'il y a toutes ces histoires aussi de Sphinx ensablé, avec la tête qui dépassait, etc. etc. Mais là, en 1685, il y met les pattes, enfin bon, il y a la queue du lion, il y a tout. Il y a tout. Et vous avez de l'autre côté ce buste de femme avec poitrine. Alors, il y a apparemment une confusion qui s'est créée à l'époque entre ce buste de femme, dont on devine la poitrine, et le Sphinx. Photo suivante, c'est le dessin de Sommer qui a inspiré celui qui se trouve dans l'ouvrage de compilation d'Hofer Dapper qu'on vient de voir à l'instant. Donc ça, c'est l'original sur lequel l'autre s'est inspiré. Cette représentation de Sommer a été publiée en 1649, c'est-à-dire avant, selon moi, la construction des pyramides, et en tout cas 36 ans avant la copie d'Hofer Dapper. Et notez que Sommer lui-même a été souvent accusé de plagiat, hein, donc il y a une filiation. Curieusement, seul le buste à gauche de la femme figure sur cette représentation de Sommer. Vous voyez la tête là, hein, voilà. On voit ce buste gigantesque de femme, etc. 1649. Comme si le Sphinx, en fait, à l'époque, était dans l'imaginaire des gens, des graveurs, une tête que les artistes du moment ont très souvent représenté, on l'a vu avec le dessin de TV, comme un buste géant. Alors de deux choses l'une, soit le corps du Sphinx était encore enseveli sous le sable, ce qui a été dit, peut-être pour justifier l'incohérence des témoignages anciens, et les témoins n'ont donc parlé que d'une tête géante affleurant à la surface, soit l'idée d'une tête sur un corps de lion est arrivée dans un second temps, à la fin du XVIIe siècle, modifiant ainsi le plan original des bâtisseurs. Moi, je penche sur cette seconde hypothèse, car les auteurs du XVIe et début XVIIe, s'ils avaient réellement vu le site de Gizeh, non pas tel que nous le voyons aujourd'hui, mais tout de même achevé, bien qu'en partie enseveli sous le sable, n'auraient jamais laissé dessiner deux sphinx sous deux formes différentes, alors qu'ils n'en avaient vu qu'un seul. Ces évolutions des plans de représentation du sphinx, d'abord un buste de femme et ensuite une tête sur un corps de lion, a créé une confusion chez les graveurs qui ont cru avoir affaire en fait à deux structures différentes. Un buste de femme d'un côté,
comme c'était prévu au tout début sur les plans, et un sphinx de l'autre, tel qu'il a été décidé de le bâtir dans un second temps. Certains témoignages pris dans cette confusion ont d'ailleurs parlé de 2 sphinx découverts qui auraient traversé les millénaires. Plus tard, il a été dit que l'un des 2, conçu dans des matériaux moins nobles, avait mystérieusement disparu, érodé par le temps, entre le XVIe et XVIIe siècle. Pas très crédible tout ça, en tout cas c'est pas de peau, quoi. Tout ce dont on peut être sûr aujourd'hui, c'est que le buste présent en 1649, le buste seul sur le dessin de Sommer, est encore présent dans la version de 1685, mais cette fois côté du sphinx, qui va, ce buste de femme en haut va rapidement, au final, disparaître pour ne laisser sa place qu'au seul sphinx à la fin du XVIIe siècle. Dominique Jonat, au XVIIIe, va nous apporter un début de réponse sur la date de construction du sphinx. Le chevalier Dominique Jonat fut conseiller de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche et l'auteur de Histoire générale des royaumes de Chypre, de Jérusalem, d'Arménie, d'Égypte, comprenant les croisades, avec plus d'exactitude qu'aucun auteur moderne les ait encore rapportés, et les faits les plus mémorables de l'Empire ottoman depuis sa fondation jusqu'à la fameuse bataille de Lepante, où finit cette histoire dans laquelle on trouve aussi l'anéantissement de l'Empire des Grecs. Bref, on y a ajouté l'état présent de l'Égypte, tome 2, 1747. Et donc nous sommes en 1747, et voici donc ce que Dominique Jonat, va dire à propos du Sphinx en 1747. Je pense que cette idole, donc le gars réputé pour son exactitude, je pense que cette idole était autrefois couverte par un toit. Les preuves que j'en ai sont que la tête est aujourd'hui aussi entière par les endroits où elle n'a pas été violentée par les mains des hommes que si elle venait seulement d'être achevée. La peinture dont elle était couverte reste encore. Alors, curieuse remarque, aussi intacte que si elle venait d'être achevée. Au XVIIIe siècle, après plusieurs millénaires, peut-être 12, peut-être 5, comment est-ce que c'est possible que cette peinture était encore présente et que cette peinture allait donc disparaître aussi rapidement entre 1750 et 1850 ? Pas si étonnant en revanche, si, comme je le pense, moi, le Sphinx a été bâti après l'érection des pyramides, c'est-à-dire entre la toute fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe. Maintenant, sur cette même image, notez les 2 fenêtres en haut de la pyramide sur le dessin de Jean Sommer. Donc il y a 2 trous qui semblent marqués, là, voilà, qui sont comme 2 fenêtres. D'accord ? On peut évidemment toujours prétendre que les illustrateurs se sont lâchés un peu, que bon, ils en ont fait qu'à leur tête et qu'ils se sont dit putain, qu'est-ce que ça doit être chiant d'éviter ce truc-là. Il faut quand même que les types pensent à faire des fenêtres, un balcon, ça peut être sympa, Roméo et Juliette, bon, toute l'époque. Et donc, on peut penser ça. Mais donc en 1649, on peut donc prétendre ça. Et puis, par contre, Jean Thévenot, en 1663, fait lui-même allusion à ces témoignages sur les fenêtres, en disant de son côté qu'il n'a trouvé aucune fenêtre dans la chambre basse, la chambre de la reine. Voilà ce qu'il dit. On passe à l'image suivante, et encore une fois, hop, voilà. Plusieurs disent qu'il y a encore une fenêtre qui conduit vers d'autres lieux, mais que pour y monter, il faudrait une échelle. Pour moi, je soutiens que cette fenêtre n'y est point, sauf le respect de ceux qui voudraient qu'elle y soit. Il faut qu'ils aient pris pour une fenêtre une certaine humidité qui est environ à cet endroit, car j'y ai été 3 fois exprès pour trouver cette fenêtre, apportant à chaque fois une échelle de corde que j'avais fait faire avec des crochets, et ayant regardé fort attentivement de tous côtés, ni moi, ni tous ceux qui étaient avec moi,
ne l'ont jamais trouvé. Thévenot fait notamment allusion ici au témoignage de Pierre Belon, vous savez, celui qui dessinait les natures mortes, là, les plantes et les animaux, avec beaucoup de talent, en Égypte. Donc au témoignage de Pierre Belon en 1553, et qui parlait de cette fenêtre dans son livre « Observation des singularités et choses mémorables trouvées en Égypte ». Vous savez, donc Belon, dans son témoignage, parle de fenêtres. On est, je l'ai dit, 1553. 1663, vous avez Thévenot qui dit « pas de fenêtre ». Thévenot a raison, cette fameuse fenêtre que nous appelons aujourd'hui à tort conduite d'aération n'y est pas quand il fouille la chambre de la reine dans la Grande Pyramide, car elle sera découverte en 1872 par l'archéologue anglais Dixon, alors que celui-ci élargissait une fissure. Un second conduit sera d'ailleurs découvert dans la foulée, dans cette chambre. Donc posez-vous la question, comment une fenêtre peut-elle être apparente en 1553, invisible en 1663, puis redécouverte quelques siècles plus tard? Pierre Belon ne décidera pas la pyramide de Khéops, malgré son talent. Est-ce parce qu'elle n'existait pas encore? Question. Sa description détaillée, mentionnant même des conduits invisibles, ne repose-t-elle pas en fait sur des confidences obtenues de ses amis, qui étaient dans le secret et connaissaient les plans alors en cours d'élaboration et qui prévoyaient effectivement des fenêtres? Quoi qu'il en soit, ces deux conduits, les conduits de la chambre de la reine, ne débouchent pas à la surface de la pyramide, contrairement aux deux conduits qui partent de la chambre dite du roi. J'en déduis, vous voyez, les conduits de la chambre du roi, eux, arrivent à l'extérieur, pas ceux de la chambre en dessous. J'en déduis que ces deux fenêtres, ces deux petites fenêtres représentées sur le dessin de Sommer, 1647, si on peut y revenir au dessin de Sommer. Voilà. Donc ces deux fenêtres-là sont en fait les sorties prévues, des conduits d'aération de la chambre du roi. Et à mon avis, le fait que ces fenêtres soient présentes en 1649, ça veut dire pour moi que le graveur a eu accès à des descriptions de première main de la part de ceux-là même qui étaient en train d'achever les plans. Information dont il aurait retenu ce détail et qu'il aurait alors voulu représenter 2 siècles avant leur découverte effective. Car il faut savoir que ces deux fenêtres qui existent réellement, on peut appeler ça des fenêtres, des conduits d'aération, ne seront découvertes que 2 siècles plus tard. Comment peuvent-elles être représentées dans ce dessin de 1649? Encore une question. À noter, pour en finir avec ce dessin de Sommer, le phénomène d'apothème dont nous avons parlé tout à l'heure. Ce phénomène est visible sur la pyramide au premier plan, avec l'ombre qui s'étend seulement sur une moitié de façade, et surtout sur la seconde pyramide en arrière-plan qui nous présente une façade carrément coupée en deux, comme quoi donc, les graveurs faisaient comme ils pouvaient avec les informations dont ils disposaient. Finalement, Jean-François Ribot nous apprend que c'est l'ouvrage « Voyage au Levant » de Cornelius Lebrun, en 1698, qui fera date, lui, par la qualité de ses gravures. Il est le premier, en effet, à témoigner d'une préoccupation nouvelle, celle de la fidélité à l'original. On est en 1698, hein. On passe voilà, à cette gravure. Donc on voit les façades qui sont détériorées. Enfin bon, il y a un souci de fidélité à la réalité. Le dessin de Lebrun nous indique que le sphinx était achevé, là encore, ou en voie de l'être en toute fin du XVIIe siècle. Nous sommes en 1698. Il aura fallu à peu près un siècle pour que le plateau de Gizeh émerge des sables et se débarrasse des fantasmes pour naître enfin à la réalité. Le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, creusé de la seconde Renaissance, qui verrait le triomphe des francs-maçons, allait naître avec lui.
Et finalement, il faudra attendre la publication des rapports de l'expédition napoléonienne vers 1799 pour avoir enfin des représentations réellement fidèles du plateau de Gizeh dans sa totalité. Je vais vous montrer une gravure, photo suivante, voilà, qui d'ailleurs montre une nouvelle fois le phénomène d'apothème, hein, stylisé, tel que comme on pouvait le faire, qui était apparemment bien connu au XIXe siècle, puis qui a été curieusement oublié et qui sera redécouvert au XXe siècle. Alors, on a dit que les troupes napoléoniennes avaient tiré à coups de canon sur le Sphinx, c'est ainsi que celui-ci avait perdu son nez. Tout le monde connaît cette histoire. Bon, eh bien, ça c'est une anecdote bien connue de la campagne d'Égypte, et ce serait bien que tu mettes la photo suivante. Le voyageur danois Ludwig Norden a dessiné ce sphinx en 1737 avec son nez cassé, c'est-à-dire 33 ans avant la naissance de Napoléon. En fait, le problème avec l'Égypte, c'est que plus on se penche sur les témoignages écrits et les documents existants, et plus on se rend compte de choses aberrantes. C'est comme pour la NASA. Ça sent l'arnaque à plein nez. Où est la vérité dans tout ça? Il y a tant de contradictions, d'anomalies, de faux. Le mystère est si grand. Au final, mon interprétation ne me semble pas plus débile, pas si folle que ça. Alors, à propos des pyramides, le chevalier Jonat dira aussi dans son ouvrage de 1747, on a trouvé une pyramide dont le revêtement avait été enlevé. On a cru là-dessus qu'elle n'avait jamais été achevée. On a trouvé une pyramide ouverte. On s'est imaginé qu'elle n'avait jamais été fermée. Ces phrases-là, moi, ça m'interpelle vachement parce que je me dis, mais pourquoi pas? Hein, selon moi, je le répète, les plans des pyramides ont été élaborés dès la première Renaissance, puis ils ont été récupérés par la lignée des Lumières de plus en plus puissante qui a lancé le chantier durant la seconde partie du XVIIe siècle, pour les besoins du grand scénario, parce que le moment était venu de donner corps aux légendes anciennes, à ces mythologies. Il fallait donc que de ce concept abstrait des 7 merveilles du monde antique, il en ait au moins une qui soit parvenue jusqu'à nous. Et alors là, je vais vous parler un petit peu de cette fameuse liste des 7 merveilles du monde. Imaginez imaginez lors de la première Renaissance. C'est une idée absolument géniale, les 7 merveilles du monde, cette liste-là. Car par la simplicité de sa force évocatrice, cette liste, à elle seule, apporte consistance à la notion impalpable d'un lointain passé à travers lequel s'est déroulée l'histoire et dont tous les êtres humains ont l'illusion d'être les héritiers. Cette liste, que tous les écoliers ont appris par cœur, répondait aussi parfaitement à la stratégie de la première lignée régnante dont le pouvoir à Rome s'appuyait sur l'existence d'un Dieu unique ayant créé l'humanité à son image et donc parfaitement achevé. Il y a en moins 4004 avant Jésus-Christ. À l'époque, ils n'étaient pas en mesure vraiment de se lancer dans de telles constructions, puisque le cycle venait de démarrer, il y avait eu un chaos, il y avait un combat entre les lignées, et il a fallu du temps pour passer à l'établissement de ruines en dehors des ruines qui avaient été déjà faites. Mais la simple force évocatrice de cette liste de 7 merveilles du monde antique suffisait pour qu'on soit déjà dans le cadre de ce passé, de cet avenir. On se souvient donc après de ce qui arrive, hein, l'invention de la préhistoire, des dinosaures, bref, de la théorie de l'évolution. Tout ça n'apparaîtra qu'avec la seconde Renaissance, quand la science sera amenée à remplacer la religion en devenant elle-même un dogme religieux, étant par son potentiel illimité, la science, capable d'apporter le bonheur aux hommes également, mais non pas en leur ouvrant les portes du paradis du ciel, mais celles d'une vie sur terre devenue un paradis, avec l'espoir d'atteindre un jour à l'immortalité, ce que
nous promet aujourd'hui le transhumanisme. Toujours les mêmes promesses finalement, les mêmes leviers conduisant à la même soumission des peuples. On voit cette soumission à la science tous les jours aujourd'hui dans nos sociétés modernes avec toutes sortes de lois qui sont votées. On se souvient de la loi des vaccins qui est récente et puis notamment à travers la relation que l'on observe entre le patient et son médecin. Mais je reviens à la liste des 7 merveilles du monde. Il s'agit d'une liste de monuments qui auraient été construits dans l'Antiquité entre moins 3000 et moins 300 avant Jésus-Christ. On est bien là dans le cadre de la première Renaissance avec une temporalité créationniste, c'est-à-dire fidèle aux révélations contenues dans la Bible. Et la vision de la création du monde en 6 jours. Je rappelle, à moins 4004 de Notaire. Les monuments qui figurent sur cette liste sont tous exceptionnels par leur magnificence, leur démesure, l'impact qu'ils étaient censés procurer à tous ceux qui les contemplaient. Pour info, car il y a une confusion là-dessus, on ne trouve pas la muraille de Chine dans cette liste. Je vous ai déjà, pour ceux qui me suivent un peu sur Internet, j'ai déjà expliqué ce qu'était la muraille de Chine, ce monument officiellement vieux de 2000 ans, et dont en réalité il ne reste plus grand-chose, si ce n'est les zones d'attraction que l'on fait visiter aux touristes. Et là, tu peux aller dans le dossier. C'est juste un petit gag pour se détendre un peu dans la vidéo et laisser la deuxième. Voilà. Comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille n'est pas un brave. Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Alors, on se souvient que la NASA nous avait dit que la Grande Muraille était le seul monument que l'on pouvait voir depuis l'espace. En fait, il faut bien comprendre comment fonctionne tout ça, que ce genre de formule marche dans les deux sens. C'était pour la NASA une façon de se crédibiliser elle-même en s'appuyant sur un symbole fort. En fait, c'est l'exemple parfait d'un mensonge qui s'appuie sur un autre mensonge pour devenir une vérité. Preuve en est, aujourd'hui, à en croire les photos de Thomas Pesquet, tous les monuments, même les plus petits, sont désormais visibles depuis l'ISS, depuis l'espace. Enfin bref. Figure donc sur cette liste datée du IIIe siècle la pyramide de Khéops, le phare d'Alexandrie, les jardins suspendus de Babylone, le temple d'Artémis en Turquie, la statue de Zeus à Athènes, le colosse de Rhodes et enfin le mausolée d'Halicarnasse en Turquie. Autant de merveilles qui font rêver. On raconte qu'il y a eu plusieurs listes à travers l'histoire. L'incontournable Hérodote en aurait proposé une aussi au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui est bien avec Hérodote, si vous voulez, c'est que s'il y a quelque chose à connaître de l'Antiquité, forcément, il en a parlé, Hérodote. Il a abordé tous les sujets, Hérodote. Et quand il n'a pas parlé d'un événement, c'est juste parce qu'il est mort avant. Et encore limite. Mais bon, c'est pas grave. Dans ce cas-là, il suffit de se tourner, quand il est mort, sur Pline le Jeune ou Pline l'Ancien, et puis vous avez la farce, quoi. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il faut 2 Pline pour faire un Hérodote. Et bref, Hérodote, c'est quand même le haut du panier antique. Et vous prenez n'importe quoi, n'importe quel sujet, le taux d'usure du trident de la galère à marée basse la nuit de pleine lune, il en a parlé aussi, Hérodote. Il a abordé toutes les questions. Hérodote, c'est un peu notre Einstein. Einstein, si on en croit Facebook aujourd'hui, je ne sais pas s'il a inventé la bombe atomique, mais en tout cas, le gars, c'est sûr qu'il a dû passer des heures et des nuits à rédiger des milliers de citations qu'on lui attribue quand même. Et le pire, c'est qu'il continue d'en sortir des nouvelles tous les jours. Je sais pas, ils ont dû trouver un truc, peut-être pour ça qu'ils ont conservé son cerveau, ils l'ont transformé en biscuit chinois, et tous les jours, ils écartent les 2 hémisphères, et hop, si l'abeille disparaissait de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Hop. Il n'y a que 2 choses infinies, l'univers et la bêtise. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui le font, qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire, etc. Le mec, au début, Einstein, j'ai cru qu'il travaillait pour Carambar. Moi, je sais pas. Non, je blague, mais Hérodote, c'est du lourd, c'est un peu. Donc finalement, de toutes ces listes, on ne va retenir
que la liste connue sous le nom de Palatinus 398 et dont l'auteur est totalement inconnu. On va montrer un peu la gueule de cette liste. Hein, on est dans l'interrogation, dans le questionnement. Hein. Cette liste fait 7 pages parce que les documents sont, enfin les monuments sont décrits à l'intérieur. En fait, on nous a dit, elle est écrite en punique, je crois, un truc comme ça. En fait, on nous a dit que la liste date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais en réalité, la plus vieille copie que vous avez là remonterait au Xe siècle. On nous montre ce document que vous voyez ici comme la fameuse copie du XVIIe siècle, la plus vieille copie existante de cette fameuse liste authentique. Bon, personnellement, j'ai un doute. On peut remettre encore une autre photo, si tu veux, voilà, du truc, une deuxième. Voilà, j'ai l'impression, moi, que ce document remonte au moins à la seconde moitié du XVe siècle. Pourquoi? Bon, c'est une lubie, hein, c'est des questions comme ça, mais je n'ai pas le document devant moi, je ne peux pas suffisamment l'agrandir pour me rendre compte du truc. Mais pourquoi je pense qu'elle date de la seconde moitié du XVe siècle? Parce que je sais qu'en 1450, quand Gutenberg se lance dans l'imprimerie, son idée première pour imposer son invention, c'est d'imiter parfaitement les textes manuscrits. Et il me semble que c'est le cas de ce document. Tu peux en passer une autre photo si tu veux. Moi, je l'ai regardé longtemps et je me dis qu'il pourrait s'agir en effet d'un imprimé imitant l'écriture manuscrite. Parce que si on regarde attentivement chaque lettre, on se rend compte qu'elles sont à la fois trop parfaites sans être parfaitement identiques, bien alignées sans être vraiment alignées. Et c'était le cas des presses à cette époque. Bref, moi j'ai le sentiment que ce document n'a pas été écrit à la main, mais avec une presse imitant la main de l'homme à la perfection. Voilà. Ceci ne serait donc pas une liste manuscrite, plutôt un imprimé, et donc elle serait du XVe siècle. Toujours est-il que cette liste officiellement du Xe siècle, elle va, pendant 5 siècles, rester bien sagement dans un monastère du mont Athos. Donc personne ne la voit, si ce n'est les moines du mont Athos. Tu peux passer en même temps d'autres trucs, enfin d'autres images, il y en a 7. Donc, voilà. Et puis alors tout à coup, au XVe siècle, hein, c'est intéressant parce que si jamais c'est un imprimé, on peut le comprendre. À partir du XVe siècle, on ne sait pas ce qui lui arrive à cette liste. Elle a la bougeotte, elle commence à voyager, et on la retrouve à l'université de Heidelberg en Allemagne. Puis les catholiques la récupèrent pendant la guerre de religion. Elle se retrouve à Rome, au Vatican, puis à Paris, où les troupes révolutionnaires françaises la ramènent après la victoire sur l'armée du Saint-Siège. Au début du XIXe siècle, la France restitue la fameuse liste à l'université allemande, où elle se trouve encore de nos jours. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça vous donne déjà une petite idée de résistance du document, parce que c'est encore un de ces documents passés entre les mains de moines. L'histoire ne dit pas si ils étaient alcooliques, mais en tout cas, d'étudiants à l'université, de soldats, d'intrigants, de diplomates, de politiques. Un document qui échappe à plusieurs guerres à travers l'histoire et qui, il faut bien le reconnaître, a beaucoup mieux résisté au temps que tous les monuments qu'il décrit et dont il ne reste curieusement plus une seule pierre debout, à l'exception des pyramides, évidemment, de la pyramide de Khéops. Alors, où est-ce que je veux en venir avec cette histoire de Palatinus 398 ? Ce concept des 7 merveilles du monde antique apportait vraiment de l'authenticité à moindre frais aux civilisations passées, tout en imposant dans la durée la philosophie de la première Renaissance qui en était l'instigatrice et la principale dépositaire. Mais la lignée au pouvoir, de toute façon, ne pouvait pas en rester là. Il lui fallait au moins façonner une de ces merveilles pour finir d'asseoir la réalité de cette antiquité. L'histoire, c'est un décor subliminal. Nous n'en avons pas réellement besoin, ni conscience au quotidien,
Mais sans elle, nous serions comme des aveugles qui avanceraient dans le noir. Non, c'est pas Einstein qui a dit ça, mais il aurait pu. Hein. Il aurait pu. Donc de toute cette liste, les pyramides étaient sans doute le monument le plus logique, ne serait-ce que par l'impression de robustesse qu'elles dégagent, mais aussi peut-être parce que finalement c'est le document le plus facile à bâtir pour déligner détentrice du grand secret de la pierre philosophale, cette pierre moulée dont j'ai déjà abondamment parlé. C'était pas si compliqué que ça. Parce que quand je parle de pierre moulée, moi je ne m'arrête pas aux pierres de calcaire qu'on peut voir, etc. Là, je pense également au granit, aux vases de diorite. Tout ça montre pas. Enfin, les vases de diorite, je suis désolé, mais pourquoi se casser la tête à faire ce genre de truc de l'intérieur creusé, machin? Il suffit de les mouler, on le sent. Pareil pour le granit rose, etc. Il y a l'inventeur, le gars qui a démontré, qui a mis au point l'usage des géopolymères, Davidovich, récemment a démontré que, c'est en Amérique du Sud, que les pierres de granit que l'on trouve sur le site de Tiahuanaco, vous savez, ces fameuses pierres qui sont percées à la perceuse, truc impossible, machin, etc., etc. Il a démontré que, en fait, il y avait un amalgame, que c'était du granit mêlé à des éléments organiques. Je veux dire, si on sait faire du ciment, après on peut faire du ciment avec tout et n'importe quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, d'ailleurs, c'était pas prévu ça. Oui. Donc, c'était effectivement pas si compliqué que ça. Quand on sait mouler des pierres, il n'y a plus qu'à monter de l'eau, du sable, de la poudre, et puis les liants qui vont bien, et ça se monte tout seul. Alors on va me dire, oui, mais ça devrait être toujours les mêmes pierres. Mais pas du tout. Parce qu'on n'est pas dans l'ère industrielle au XVIIe siècle. On est dans l'artisanat le plus total, et les moules qui servent à l'édification des pierres les unes derrière les autres se font au fur et à mesure avec des planches. Et les planches ne vont pas avoir tout le temps la même taille, etc. etc. Bref, à mon avis, comme ils savaient qu'ils avaient besoin de construire ce truc pour vraiment édifier et démontrer et poser le cadre, parce qu'une liste, c'est quand même assez, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Des plans de construction ont donc été élaborés durant des siècles, discutés, remaniés, dans le plus grand des secrets, en attendant l'heure où les travaux ne pourraient plus être différés. La forme de la pyramide a dû évoluer au fil du temps, à mesure que les contraintes techniques disparaissaient. Et il est intéressant de noter au passage que le Palatinus 398 est passé entre les mains des troupes révolutionnaires françaises victorieuses. Cette victoire des révolutionnaires sur le Vatican est en effet un marqueur du triomphe des francs-maçons et de la prise de pouvoir de la lignée des Lumières qui allait diriger le monde lors de la seconde Renaissance. Il n'y a pas vraiment de hasard, cette liste était un symbole, et à travers elle, la révolution scientifique engagée depuis un siècle par les francs-maçons allait s'approprier l'histoire de la première Renaissance. C'est un passage, cette liste, c'est une sorte de passage de relais. Donc voilà, tu peux repasser une dernière peut-être, je crois, ou la dernière. Enfin, voilà. Voilà, on peut s'étonner de l'état de conservation de cette fameuse copie du Xe siècle. Voilà, on peut se demander quand même s'ils ne nous prennent pas un peu pour des fromages. Bonsoir. Alors, revenons au chevalier Jonat, à sa réflexion que je trouve très pertinente sur les pyramides. On a trouvé une pyramide dont le revêtement avait été dont le revêtement était absent. On a pensé qu'il avait été enlevé. Non. Là-dessus, on a cru qu'elle n'avait jamais été achevée. On a trouvé une pyramide ouverte, on s'est imaginé qu'elle n'avait jamais été fermée. Ben oui, pourquoi ces faussaires se seraient-ils finalement donné la peine d'achever l'ouvrage avec les finitions et le faire parfaitement comme Hérodote nous l'explique, pour ensuite le vieillir et le patiner?
Je pense que les constructeurs savaient que l'effort serait inutile, le temps et les millénaires justifiant l'état d'inachevé dans lequel on était censé les découvrir. Donc en fait, ça rejoint un peu l'histoire du désert de Rhodes, c'est-à-dire qu'on construit des ruines en fait. Quand on construit des ruines, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rapide que de construire un monument avec toutes les finitions parfaitement. Les finitions, on sait bien que dans tout travail, c'est ce qui va prendre 3 ou 4 fois plus de temps que tout le reste. Donc limiter les finitions à quelques salles intérieures, finalement, c'était plus simple pour des faussaires et bien plus rapide et tout aussi efficace, en tout cas. Le plus curieux, c'est qu'à partir de 1800, ça il faut bien l'entendre, il faut bien le comprendre, fini les fantasmagories. Tous les voyageurs qui se rendront sur place, à partir de 1800, décriront les pyramides avec une clarté et une rigueur égales. Alors, est-ce que c'est l'esprit du 19e siècle qui change et qui permet aux observateurs de voir les choses telles qu'elles sont, alors que les esprits du 16e et 17e siècle se sentaient obligés d'enrober leurs observations de fantaisie en tous ans? Je ne sais pas, mais on doit en déduire que les premiers rapporteurs des pyramides ne témoignaient que de projections qui leur étaient dictées par une hiérarchie supérieure et qu'ils devaient donc recourir à leur imaginaire en enrobant leur approximation de notions exotiques, au contraire des suivants, arrivés dans la seconde moitié du XVIIe siècle et qui témoigneraient avec des forces détails en s'appuyant sur la base de structures qui désormais existaient vraiment. C'est une hypothèse, hein, encore une fois, c'est tellement particulier que d'imaginer ça, mais moi j'ai été un peu consterné de voir les dessins des pyramides par des gens qui les avaient vus à l'époque, alors que cette même personne savait dessiner très fidèlement la nature qu'ils observaient, les paysages, etc. Alors on va me dire, ouais, mais les descriptions très nombreuses des historiens antiques qui ont parlé des pyramides. Alors c'est vrai, photo suivante, c'est vrai qu'on a notre ami, on a l'inévitable, incontournable, le prodigieux Hérodote, le père de l'histoire. Sa seule œuvre parvenue jusqu'à nous, Histoire, annonce d'emblée sa raison d'être, afin que le temps n'abolisse pas le souvenir des actions des hommes et que les grands exploits accomplis soit par les Grecs, soit par les barbares, ne tombent pas dans l'oubli. Hérodote, moi, me fait penser un petit peu à Mérère. Tandis que ses contemporains passent leur journée à préparer leurs petites orgies LGBT du soir, lui, Hérodote, besogneux comme notre chef de chantier, il a le devoir de mémoire chevillé au corps. Il pense déjà, qui sait, peut-être à la conférence qu'un type comme moi va peut-être vouloir faire dans 2500 ans, je ne sais pas, mais ça s'appelle être visionnaire, parler du passé pour préparer l'avenir. Et évidemment, il est aussi l'auteur de la plus ancienne et plus précise description des pyramides, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Puis si Hérodote l'a dit, hein, c'est que c'est vrai. C'est comme Einstein avec les abeilles. Je veux dire, si c'est la fin du monde au bout de 4 ans. Donc moi, je ne sais pas comment il a calculé hein, ces 4 ans, mais s'il le dit, c'est simple. Depuis les abeilles, quand il y en a une qui me pique, l'autre fois, j'ai passé 1 heure à essayer de remettre le dard. Bon, ouais. C'est sérieux les abeilles aujourd'hui. Bref. Alors, Hérodote a visité l'Égypte. Il a longuement décrit les pyramides qui étaient alors parfaitement intactes après avoir traversé 3 millénaires. Et voici ce qu'il nous dit, Hérodote. Il nous dit « Le parement de pierre, d'une blancheur étincelante et si parfaitement ajusté que même de tout près, il est presque impossible de déceler les joints, donnant à l'édifice l'impression d'être d'une pièce. Les pierres sont parfaitement polies et ornées de signes et symboles qui me plongèrent en conjecture. D'où vient le savoir produisant une chose pareille ?» Alors forcément, avec une description pareille, qui a, à mon avis, inspiré les scénaristes du film Stargate, moi je sais pas, mais quand tu lis ça, tu n'as plus qu'à retourner chez toi en rampant, c'est comme un insecte. Ouais, mec. Bah oui, sauf qu'Hérodote, au fond, à part ses copains
de l'époque qui l'ont abondamment cité, parce que c'est ça, c'est la même histoire que pour la NASA quand on parle de la muraille de Chine. Si c'est la NASA qui le dit, c'est que c'est vrai. Si c'est vrai, c'est que la NASA, c'est vrai aussi. Circuler, plus personne ne se pose de questions. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à part ses amis de l'époque, Hérodote, personne n'en entend vraiment parler avant le XVe siècle. Et il est devenu vraiment à la mode à partir du XVIIIe, XIXe siècle, parce que je vous parle pas de Grégoire de Tours, hein, parce qu'il y avait Grégoire de Tours, il cite aussi Hérodote, mais bon, Grégoire de Tours, c'est un peu l'Hérodote, c'est le même schéma. Hein. Donc, il est devenu vraiment à la mode à partir du XVIIIe et XIXe siècle, Hérodote. Et pour cause, puisque si on pouvait lui faire dire ce qu'on voulait, avec des traductions sorties de sous le chapeau, alors il était le meilleur atout pour imposer le nouveau cadre historique de la seconde Renaissance. Ce n'est pas un hasard si, au XIXe siècle, alors que les historiens eux-mêmes commençaient à remettre en doute Hérodote et à le critiquer vraiment vertement, de nouvelles découvertes archéologiques sont venues miraculeusement valider ses écrits. Vous comprenez? C'est encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue. Deux mensonges, tac, tac. Et pendant ce temps-là, c'est toute une population qui est programmée. Des textes d'Hérodote, finalement, on n'a jamais connu que la traduction en latin du grand humaniste Lorenzo Valla, vers 1450. C'est la base, c'est l'original d'Hérodote. Et encore, là, il n'y a que les moines qui peuvent le confirmer. Hein. Bon. En tout cas, c'est à partir de cette traduction que découlent les autres. Et alors, parlons-en de Lorenzo Valla. C'était aussi, parce qu'on dit que c'est un très grand humaniste, etc., mais c'était surtout un grand polémiste. On l'oublie un peu trop souvent. Il a été refoulé à 2 reprises par le Saint-Siège, alors qu'il postulait pour une carrière diplomatique. Et là, il publie une étude sur les actes des apôtres dans laquelle il démontre, alors il est protégé, hein, il est protégé par un royaume, je ne sais plus si c'est celui de Venise ou de Gênes, mais il produit une étude sur les actes des apôtres dans laquelle il démontre que ce livre n'a pas été rédigé par les apôtres eux-mêmes. Alors je vous laisse imaginer le froid en pleine période d'inquisition. Hein, bon. Et surtout, le type, il récidive. Il va démontrer dans une publication que la lettre du Christ à Abgar d'Édesse et d'autres documents qui étaient considérés alors comme sacrés étaient en fait des faux. Lorenzo, finalement, c'est un peu moi au XVe siècle. Hein. Et sauf que moi, je ne bénéficie pas de ces protections. Et puis surtout, la NASA ne m'a pas encore proposé un boulot. Moi, pourquoi pas, mais bref. Parce que figurez-vous que par rancunier du tout, à moins que ce ne soit pour éteindre l'incendie, le pape Nicolas V finit par le recruter comme secrétaire apostolique et le fait nommer à la curie romaine. Et là, le pape le charge de traduire Hérodote en latin. Hein, c'est un peu combattre le feu par le feu, comme on dit. Une façon peut-être de le compromettre, le gars, jusqu'au cou, pour qu'enfin il ferme sa gueule. Enfin, moi, je vois ça assez comme ça par rapport à son historique. C'est très curieux. N'oublions pas cependant qu'un certain nombre d'historiens lucides considèrent que les récits d'Hérodote sont pour la plupart des récits totalement inventés. Et je vous invite à découvrir d'ailleurs la mouvance assez large de la Liar School of Herodotus. Pour finir avec Hérodote, je vous rappelle pour l'anecdote, hein, pour resituer les choses, qu'il n'y a pas un seul mot sur les pyramides dans toute la Bible, alors que l'Égypte y joue un rôle considérable avec Moïse, qui aurait vécu il y a 3500 ans, c'est-à-dire 1000 ans après la construction, ou 1000 ou 2000 ans après la construction, même 1000 ans après la construction des pyramides. Donc ne pas parler des pyramides dans l'Ancien Testament, ça aussi c'est ballot.
On peut se demander si tous ces auteurs antiques, dont on ne connaît finalement que des traductions en latin et qui passent leur temps à se citer les uns les autres, ne sont pas en réalité des personnages fictifs, inventés à l'époque pour servir l'Église, car l'histoire est essentiellement politique. Vous répétez un mensonge durant plusieurs générations, et ce mensonge devient une vérité que personne ne pourra plus discuter. Surtout si on nous donne à côté de ça un bel os arrangé et qu'on agite un drapeau au-dessus de notre tête en nous faisant miroiter, à nous autres les moutons récalcitrants, en nous faisant miroiter une Atlantide extraordinaire avec des connaissances sublimes qui nous permettraient de fabriquer les pyramides à coup de technologie de pointe. Alors là, je peux vous dire qu'avec ces deux versions-là, les deux frictions du programme global, les deux programmations qui se confrontent au niveau de ce checkpoint des pyramides, c'est du velours. C'est du velours pour les faussaires. Il y a un dicton populaire qui dit qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Non, c'est pas Einstein. C'est qui a dit ça? Par contre, il est très facile de faire du vieux avec du neuf, et ça, les faussaires l'ont bien compris. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils ne se donnent même plus la peine de vieillir ce qu'ils fabriquent. Vous aviez eu les enfants perdus de Ramsès II. Cette année, vous avez pu découvrir la cité perdue de Ramsès II avec ses vestiges flambant neufs. La photo, voilà. Ça, c'est Ramsès II, c'est la nouvelle cité qu'on vient de sortir du sable, qu'on vient de découvrir. La cité perdue de Ramsès II. Et alors, il y a même une vidéo, là, pour le plaisir. Il faut imaginer que l'enceinte s'étend encore à une centaine de mètres au-delà des maisons. Il faut imaginer Pi-Ramsès sillonné par de nombreux canaux qui desservaient les temples et les palais. Il faut imaginer des maisons pour vraisemblablement des dizaines de milliers de personnes. Imaginez qu'on vous aide à imaginer. Imaginez qu'on vous aide à imaginer. Que ça y ressemblait. Mieux, imaginez qu'on ait retrouvé la cité perdue de Ramsès II, mercredi à 20h50 sur France 5. Voilà, il faut en effet beaucoup d'imagination. Et alors, il nous aide beaucoup. Dans une société de consommation où tout va de plus en plus vite, de nouvelles cités antiques sortent du sable tous les ans. Il faut le savoir. Là, je vous fais cadeau des... Je vous passe parce qu'il y en a eu trop. Il y en avait trop. Souvent, ils les découvrent aussi sous l'eau. C'est les cités sous-marines. Là, en ce moment, c'est la super... c'est très, très efficace. La cité de Ramsès II, comme nous venons de voir, mais aussi donc une cité antique découverte sous la ville de Thessalonique. C'est une photo suivante, c'est rapide. Alors donc c'est une cité antique inconnue en Grèce. La question toujours, c'est que je me pose, mais j'y crois encore à ces découvertes de sépultures plus incroyables les unes que les autres. Là, il y a la nouvelle, là, vous savez, il y a 2-3 mois, une sépulture, un truc noir, là, un sarcophage tout noir avec une momie que les gens sont en train de dire on voudrait boire le jus de la momie. Enfin, vous êtes au courant de ça? Voilà. Bon, ben, on en est là, quoi. On en est là. C'est les Sims, hein. C'est les Sims. Alors là, on va mettre une autre vidéo, parce que, voilà, découverte de sépulture. La vidéo suivante, la 4. C'est normal, parce que c'est pas... Imaginez. Sur le site de Saqqara, quoi, un tombeau inconnu. Vaste et complexe. Ils trouvent des tombeaux qui n'ont jamais été violés, les trucs, hein. De nombreux... avec la peinture et tout. Évidemment, on a le nom du propriétaire, hein, ça c'est logique. Un général de l'armée.
Et elle n'a pas révélé tous ses secrets, les mecs. On va encore en bouffer. Bon. Alors, il y a, alors c'est pas comme si, sans déconner, il n'y avait pas eu Howard Carter, Vice, etc., pour retourner tous ces sites en fond en comble pendant un siècle, pendant tout le 19e siècle, et parfois à coups de dynamite, les mecs. Mais non, on continue de découvrir. Alors, il y a la vidéo suivante encore qui est assez marrante. Hein, parce que c'est pour vous montrer, mais c'est pour vous montrer le phénomène du truc. Voilà, c'est encore une nouvelle découverte de sépulture inviolée. Et regardez les crânes intacts. Moi, ça me fascine de voir à ce point-là. On dirait qu'ils sont en plastique. Je sais pas. Mais c'est parfait. C'est parfait. Ils sont tout neufs. ولكن لقينا بيها في الفناء اللي موجود قدام المقبره ده وداخل المقبره لقينا والبير اللي موجود جوه اللي اعيد استخدامه في العصر الانتقالي الثالث عدد كبير من بقايا الاساس الجنائزي. حضرتك شفت عدد كبير من تماثيل الاشابتي الصغيره يمكن فوق ال 100 تمثال. عندك الحلي الصغيره اللي بعضها مذهب اللي موجود. الحفائر دي احنا مكونه من 30 عامل غير الاشارين وغير الرئيسه غير الرئيس مكونه من 30 عامل. الفتره خدناها تتراوح من شهرين لشهرين ونص مثلا ماخد بال حضرتك في هذا الفترة دي وما زال خلي بالك احنا لسه ما خلصناش العمل في هذه المقبرة. Voilà, on peut le regarde, on est à la fin, non, je pense, de la vidéo. Voilà. Très bien. Donc on va montrer 2-3 photos là qu'il y a derrière. Voilà. Donc voilà les trucs là avec. Voilà, reste sur celle-là. Et donc bon, on nous dit pas si la peinture est encore fraîche, mais ce qui est marrant, c'est le style aussi qui change insidieusement, passant à mesure des découvertes d'un style 19e, 18e, 19e, et un style 21e siècle beaucoup moins léché. Si tu peux agrandir sur la tête des gars, tu vois, t'es plus dans le... Voilà, c'est même, on dirait même que ce sont des esquisses. Élargi, tu vas voir. Non, des zooms, tu vois, c'est quasiment des esquisses, je sais pas. C'est l'époque, c'est notre époque. Tout est stylisé. Mais c'est plus la figure d'Égypte telle qu'on l'a connue au 19e siècle, qui était assez parfaite comme style beaucoup plus 19e. Donc d'un côté, vous avez une découverte aussi une découverte majeure en Israël, avec un petit morceau d'argile, photo suivante, d'1 centimètre. Non, photo suivante. Voilà, 1 centimètre que les archéologues reconnaissent comme étant le sceau d'Isaïe. Il fallait trouver celle-là. 1 centimètre au milieu d'un champ de cailloux. Et à côté de ça, tu as l'autre photo donc les archéologues qui nous apprennent que le fameux mur des lamentations, devant lequel viennent se recueillir des centaines de milliers de personnes tous les ans, n'a pas été bâti par Hérode. Et tout d'un coup, c'est quand même un coup de tonnerre concernant ce qu'on pouvait et ce qu'on pensait savoir sur le dernier vestige du mur occidental du second temple de Jérusalem. En creusant dans les fondations à la recherche d'une rue romaine qui aurait dû se trouver là, les scientifiques israéliens ont eu la surprise de découvrir un petit théâtre à la place. Donc évidemment, ça fait mauvais genre. Hein. Ça a beaucoup, il y a eu grande polémique autour de tout ça. C'est comme si la matrice était un peu en train de nous dire que finalement tout ça n'est que du théâtre. Et moi, je sais pas, mais alors peut-être je suis pas très doué pour transmettre ce genre de choses. C'est la première fois que je parle de ce truc-là. Je ne sais pas encore tout à fait intégré, mais hein, moi, ça m'a fait un peu tilt quand même.
je commençais à entrevoir, j'espère que vous commencez également à entrevoir le cadre de la simulation. Hein, nous sommes dans un monde à la Westworld, et je sais que beaucoup n'y voient que du feu. Il y a toujours de nouvelles mises à jour, et le parc d'attractions doit toujours rester de plus en plus attractif, façon Hollywood, avec l'archéologue qui se transforme en Indiana Jones. On fait pour le plaisir une petite vidéo suivante. Voilà, c'est Indiana Jones, c'est l'Égypte, quoi. On est dans le spectacle. Un coup de satellite. La 3D. Voilà. Donc on évolue en réalité au milieu d'un grand cirque organisé par des lignées en charge de conduire le troupeau humain selon un scénario établi à l'avance. Des personnes qui travaillent et qui suivent un plan qui s'échelonne non pas sur 5 ou 10 ans, non pas sur toute une vie, mais carrément sur des générations, qui ont une vision globale du temps qui passe et qui œuvrent à travers leur lignée de père en fils. On se souvient de la famille Cassini, dont j'ai déjà parlé. Et puis, il y a les autres. Il y a, au milieu de tout ça, des faussaires autodidactes. Hein, les plus talentueux d'entre eux sont récupérés par ces lignées. Ils obtiennent les postes, les honneurs, et puis parfois ils trébuchent. Est-ce que vous avez entendu parler de... Et puis je vais terminer avec cet exemple-là. Je pense qu'on est bon au niveau du timing. Hein. Avez-vous entendu parler de Shinichi? Ah ouais, il y a une petite anecdote marrante derrière, mais bon. Avez-vous entendu parler de Shinichi Fujimura, qui a été considéré pendant 2 décennies comme un immense paléontologue au Japon? Alors, on va mettre la photo. Voilà, c'est... Il faut donc, l'information n'est pas passée jusqu'à nous parce que oui, moi, ça ne m'étonne pas beaucoup. Je vais vous raconter cette histoire qui vaut quand même son pesant d'osselet. Tout commence en fait en 1949. On est après-guerre. Les Japonais donc, ont perdu la guerre. Les bases américaines s'implantent au Japon. Et à l'époque, l'histoire du peuple japonais ne remonte pas au-delà de moins 15 000 ans. Moins 15 000 ans, c'est bloqué. Le compteur s'arrête. Alors, il peut y avoir des raisons culturelles, mais surtout, hein, c'est une société très traditionnelle, mais surtout, en fait, c'est parce qu'il était entendu à l'époque qu'avant cette date, les trop nombreuses éruptions volcaniques interdisaient tout peuplement du Japon. Et puis voilà, on est en 1949, un amateur passionné d'archéologie, Aizawa Tadahiro, va se lancer dans des recherches à côté de chez lui sur le désormais célèbre site de Iwajuku. Et il va alors découvrir, vous savez, des outils en silex qui seront datés de moins 30 000 ans. Alors ça, c'est ce fameux monsieur Aizawa Tadahiro qui découvre les silex en 1949. Silex japonais, ils ne sont pas la même gueule que les silex français. Hein. Ils sont plus nippons, on va dire. Ils sont un peu plus... voilà, ils sont plus dans la culture, quoi. Et donc cet amateur découvre ces silex qui vont repousser l'âge du peuplement du Japon à moins 30 000 ans. Alors, je ne vous dis pas que la nouvelle est accueillie avec enthousiasme par la communauté scientifique japonaise, particulièrement attachée quand même aux traditions et qui a un peu à vivre dès qu'on lui parle de nouveautés. Là, parce que il y a eu les Américains, il y a eu Nagasaki, Hiroshima. Donc, les types, ils ont passé 70 ans de leur vie à apprendre toujours la même chose. Le Japon, machin, moins 15 000 ans, c'est le taquet, quoi. Après, tu as un plafond, tu as un mur.
Donc, c'est pas accueilli très bien, cette histoire de silex. Les types disent ah, attends, c'est bidon, c'est un faux, etc. etc. Et puis, il faut imaginer donc, tous ces vieux scientifiques à longue barbe. Hein. Puis surtout que l'amateur en question, c'est quand même de base, c'est un marchand de natto. Vous savez, c'est l'aliment traditionnel du Japon à base de haricots. Il vend des natto, le gars. Et voilà qui révolutionne toute la paléontologie qui était bloquée à moins 15 000, il la ramène à moins 30 000. On sait que l'histoire est toujours politique. À un moment ou à un autre, les sommités de la science du Japon viennent sur le site et ils valident les résultats, ils valident la découverte de ce marchand de natto. Et à ce moment-là, Aizawa devient très célèbre du jour au lendemain au Japon, tandis qu'un regain d'intérêt pour la paléontologie traverse tout le pays, créant soudain une surenchère entre chercheurs qui revendiquent la découverte de sites toujours plus anciens. Si vous voulez, pour être simple, tout le monde creusait dans son jardin à ce moment-là. Ils étaient comme des fous, des morts de faim. Et puis bon, donc il y a cette surenchère, machin, et puis on arrive en 1900, dans les années 80, 1981, avec Shinichi, dont je vous ai parlé, Fujimura, qui est un autre amateur, qui lui aussi, hein, c'est un amateur, il arrive, il va fouiller pas loin de chez lui, à côté de son jardin, et c'est le jackpot. Il fait une découverte sensationnelle, des fragments de céramique datés de 40 000 ans, les plus vieilles céramiques du Japon. À partir de ce moment-là, le type devient une vedette de la télévision, et puis il est invité donc, sur les plateaux, mais il est invité à fouiller partout au Japon. C'est-à-dire quand il y a une fouille qui s'ouvre, on l'appelle, il devient l'expert, si vous voulez. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a la main miraculeuse. Parce qu'à chaque fois qu'il va aller fouiller dans ces sites, il va trouver des choses fantastiques qui vont repousser le peuplement du Japon à des dates qu'on n'aurait jamais soupçonnées alors. Et ça va lui valoir l'admiration, la reconnaissance de toute la science, etc. Il sera quand même reconnu au niveau international. Il obtient le poste de direction à l'Institut paléolithique de Tohoku. Et puis, bon, il faut dire, donc, pour vous poser le truc, au cours des années 90, il a fait reculer les traces des premiers Japonais jusqu'à moins 600 000 ans. Ah, ce n'est pas franchement une bagatelle par rapport aux moins 15 000 ans reconnus en 1949 et les moins 35 000 ans reconnus avant son arrivée dans le milieu scientifique. Et puis tout à coup, le 22 octobre 2000, sur le site archéologique de Kamita-Kamori, il est filmé à son insu par des journalistes en train d'enterrer des pierres taillées. Hein, ne pas confondre avec Pierre Talley, l'égyptologue français, découvreur des papyrus de notre chef de chantier Merer. Merci Merer. S'il vous plaît, je parle bien de pierres taillées qu'il enterre. Mais de toute façon, il faut savoir que les pierres taillées, c'est quand même le talon d'Achille de l'archéologie. Hein. On va mettre vite fait une vidéo, quand même pour situer le truc. C'est pas vraiment une vidéo. Je prends la souris. C'est celle du Japon. Ouais. Celle-là. Voilà. Voilà, là il faut parler japonais. Hein, pour... C'est un peu la musique angoissante, hein, parce que ça a dû être un choc. Alors, évidemment, quelques jours plus tard,
Donc ce type est à la direction du centre paléontologique le plus important du Japon. Enfin bon, il a repoussé de moins 35 000 ans à moins 600 000 ans en juste une décennie. Et il annonce triomphalement, et le plus sérieusement du monde à la télévision, la mise à jour de ces objets nouveaux dans des couches très anciennes. Parce que c'est toujours de plus en plus ancien, c'est de plus en plus spectaculaire, c'est de plus en plus exceptionnel, etc. C'est de mieux en mieux conservé. Et dans la foulée, la vidéo sort, il est pris la main dans le sac, sa dernière découverte, et là, il avoue tout. Il se met à table façon harakiri, le gars, à la japonaise. Hein. On ne l'arrête plus. On voudrait qu'il se taise, que ce ne serait pas possible. Hein. Il avoue. C'est un massacre. Non, mais je vous assure, il n'y a pas d'autre mot. On découvre qu'il n'y a pas une seule de ces découvertes qui est authentique. Sur les 168 sites qu'il a fouillés, 168 impostures. Et puis il parle, il dénonce tout. L'industrie du faux, les sous-traitants, c'est une catastrophe. Je vous dis pas le choc au Japon. Ah non, mais ça calme, hein, ça calme, c'est le truc. Non, mais le pauvre paléontologue a finalement, ça c'est sérieux, et c'est il a été interné pour maladie mentale. Hein, dans ces cas-là, les mecs, ils sont fous. Hein. L'institut qu'il dirigeait a fermé ses portes, direct. Et puis alors, je vous dis, au Japon, on ne veut plus entendre parler de paléontologue. Hein. Ah, vous pouvez venir vendre des merguez, des mangas, tout ce que vous voulez au Japon, mais alors venez pas avec des silex aujourd'hui. Parce que depuis, le curseur du Japon, c'est de retourner à moins 35 000, et forcément. Et puis voilà, c'est pas, à mon avis, c'est pas au Japon qu'on va trouver des pyramides demain, comme en Bosnie et tout ça. Je crois que les mecs, ils vont pas oser. Toujours est-il, c'est révélateur qu'on n'ait jamais entendu parler de cette histoire en France. Alors que, bon, en cherchant, vous la trouverez. Hein. Vous la trouverez plus en détail que ce que je vous raconte là. Mais évidemment qu'ils n'ont pas trop envie que ce genre de choses s'ébruite. C'est tout un château de cartes, cette histoire. Hein. Voilà, et donc, alors, bon, après, j'aurais plein d'autres choses à vous raconter, mais je pense que déjà, voilà, d'avoir posé cette base-là, c'est sympathique, et puis après, on pourra discuter entre nous si on a des questions. Il y avait un truc marrant, juste pour le fun, quand même. Non, mais qui est marrant, attendez, je la retrouve. Ouais, parce qu'il y a trop de trucs, de toute façon. Il y a trop, parce que là, là, c'est la musgueule, en fait. Il y a trop de trucs. Et alors, bon, je ne sais pas si je vais vous l'improviser, celle-là. Vous savez, là, c'est dans le monde de l'art, dans la peinture. Il y a un truc qui est vraiment au niveau des faux, parce qu'il y a des faux, bon, on en a déjà parlé, tout ça. Mais il y a un truc, il y a des faux de Van Gogh. Les faux de Van Gogh, c'est là, par contre, tu vas avoir du mal à trouver la photo, parce que ce ne sera pas dans l'ordre. Mais c'est pas grave. Le faux de Van Gogh, donc il en passe très peu, parce que les experts vraiment sont quand même tenus à un minimum de sérieux. Donc les nouveaux Van Gogh, un tous les 10 ans. Juste histoire pour le marché quand même, pour dynamiser le marché. Le marché a besoin de... Donc, mais ça devient vraiment très difficile. On ne sait plus trop où les trouver. Le dernier qui a été trouvé, ah ben bien, tu as trouvé. Le dernier qui a été trouvé, c'est celui qui était dans le grenier d'un monsieur, etc. Et il a été authentifié parce que Van Gogh, dans ses correspondances, écrit à un moment « Ouais, je suis allé à tel endroit, j'ai fait une étude du truc, etc. etc. » Donc, bon, c'est la preuve. C'est comme si les faussaires, ils réfléchissent. Quand ils vont faire un faux, ils essaient de se documenter avant, etc. Bref, j'imagine que le faussaire, il est allé sur le lieu de là où étaient les Van Gogh. Il a pris des photos, il a posé son cadre, il a cadré son truc. Il a fait ce travail. Ça devait être un gars avec un immense talent. Et une fois rentré dans son laboratoire et qu'il a commencé à faire ce faux Pourquoi je dis faux? Vous allez voir pourquoi. C'est parce que quand il en est arrivé au ciel, hein, le tableau, il lui raconte une histoire. C'est-à-dire qu'il raconte qu'en 1900, le frère de Van Gogh l'a vendu
il a vendu le tableau, etc. Mais après qu'il disparaît et qu'on le retrouve, machin, dans le grenier de ce monsieur. Forcément une histoire. En réalité, le tableau, il apparaît vraiment officiellement en 2000. C'est là qu'il passe les premiers examens. Il mettra 10 ans pour être validé. Le gars, dans son labo, il voit les photos. Il faut imaginer qu'on est fin 90, tout début 2000. Et il arrive à dessiner le ciel de Van Gogh tel que Van Gogh le voyait, le ciel. Et il y a une vidéo que tu pourras trouver. Hein. Et alors, ce qui est fabuleux dans ce ciel, c'est qu'à l'horizon de ce ciel, qu'on reverra après le tableau, à l'horizon de ce ciel, il a, lui, photographié ce qu'il pensait être à l'époque des nuages. Il a donc voulu reproduire le ciel tel que Van Gogh le voyait. Et puisqu'il voyait des nuages comme cela, personne ne parlait de chemtrail à l'époque. À l'époque, les chemtrails, on pensait que c'était des nuages. Et quand on disait aux gens, mais non, c'est un avion qui vient de faire ça, ils disaient, mais tu plaisantes, c'est un nuage. C'est qu'après que ça a basculé, où tout le monde a dit, bah, bien sûr que c'est un avion, tout le monde sait que c'est un avion. Mais en fin 90, début 2000, ce n'était pas le cas. Et donc, il a vu, lui, des nuages qu'il a reproduits. Mais tu peux lancer la vidéo. Voilà, et c'est ce qui explique pourquoi nous avons dans un Van Gogh du 19e siècle. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Voilà. Musée. Révéler au monde un chef-d'œuvre inconnu, et pas n'importe lequel. Il est 11h. Cela n'arrive pas si souvent dans la vie d'un directeur de musée. Révéler au monde un chef-d'œuvre inconnu, et pas n'importe lequel. Il est 11h ce matin lorsque le coucher de soleil à Montmajour, signé Vincent Van Gogh, passe de l'ombre à la lumière. Désormais mitraillé par des centaines d'appareils photo, ce tableau est pourtant resté caché dans un grenier pendant un siècle. On le croyait faux. Et puis en 2011, son propriétaire demande une nouvelle authentification. Après 2 ans d'analyse, pas de doute, c'est bien Van Gogh. On a croisé plusieurs éléments, les pigments, la toile, pour en dater l'origine. Et on retrouve cette technique des couches épaisses dans d'autres œuvres de Van Gogh de cette période. L'abbaye de Montmajour, à quelques kilomètres d'Arles où Van Gogh séjourne en 1888, le site fascine le peintre, comme le prouvent ses différents croquis. Et puis il y a la lettre qu'il écrit à son frère Théo le 5 juillet. Hier, j'étais au soleil couchant dans une bruyère pierreuse. Au fond, une ruine sur une colline, j'en ai rapporté une étude. Le tableau, propriété de Théo, a été vendu en 1901. Désormais arraché à l'oubli, il sera exposé dès le 24 septembre à Amsterdam. Voilà, et donc si on revient à la photo, je ne sais pas si celle-là était de qualité, mais on voit bien que curieusement, il y a au minimum 1 ou 2, tu peux agrandir sur la droite. Ah oui, tu peux agrandir sur la droite. On voit, c'est ce truc-là, moi, personnellement, me fait vraiment penser à un chemtrail d'aujourd'hui. Et derrière, on a la même chose. Il y a une ligne parallèle, ça monte aussi, il y a quelques traînées aussi, qui me paraissent vraiment symptomatiques de ce qu'aurait pu dessiner Van Gogh s'il avait voulu peindre des chemtrails. Voilà. Bon, voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.